The Assembly will hear an address by His Excellency. L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Juan Orlando Hernández Alvarado, président de la République du Honduras, et je demande au protocole de bien vouloir escorter Son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer aux Nations unies Son Excellence Juan Orlando Hernández de Honduras et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Señor presidente, Monsieur le Président, Excellences, je suis Juan Orlando Hernández. Je suis né dans un village humble qui s'appelle Rio Grande, dans le département occidental de l'Empira. C'est l'une des régions où il y a les indices d'inégalité, de pauvreté les plus élevés, mais où les choses changent, comme partout ailleurs dans mon pays. Je suis ici en ma qualité de président du Honduras, un pays situé au cœur de l'Amérique, un pays petit de par sa taille, mais avec un grand désir de parvenir à son développement sur la base de son identité, avec un peuple qui lutte au quotidien pour avancer et progresser et qui souhaite parvenir à de meilleures conditions de vie. Notre pays a souffert en 2009 l'une des pires crises politiques de son histoire, qui a entraîné plusieurs centaines de millions de dollars de pertes. Mais le pire, c'est que des milliers de familles ont été divisées et se sont encore appauvries davantage. Cette crise a causé plus de dommages que tout ouragan ou que toute catastrophe naturelle. Néanmoins, aujourd'hui, nous pouvons déclarer que nous avons surmonté cette crise politique. Le Honduras est un pays où se pratique la vraie démocratie et où il existe une complète liberté pour le choix des autorités. Et outre la démocratie représentative, nous pratiquons également la démocratie participative. Et preuve en est le dialogue qui s'achèvera par un pacte pour le Honduras qui sera le produit du dialogue entre les différents secteurs de la société sur des questions essentielles pour notre peuple. Notre plan, intitulé « Tous pour une vie meilleure », est composé de 4 piliers fondamentaux. Récupérer la paix, créer des possibilités d'investissement et d'emploi massif, appuyer les familles qui se trouvent dans des situations d'extrême pauvreté, lutter contre la corruption, promouvoir une plus grande transparence dans la culture du peuple du Honduras. Depuis que j'ai pris mes fonctions il y a 8 mois, nous nous sommes consacrés à récupérer et à maintenir la paix et la tranquillité, en créant des possibilités avec des conditions plus justes pour tous. Mais nous avons besoin que davantage d'investissements parviennent dans notre pays pour créer des emplois qui puissent générer davantage de revenus pour nos familles. Avec ce but en tête, le Honduras a engagé une réforme à la Constitution, pour créer l'une des meilleures plateformes du monde pour l'investissement et l'emploi. Quelque chose de très novateur. Et je parle des zones d'emploi et de développement économique, plus connues sous le nom de ZD. Le modèle ZD de Honduras n'est pas une simple zone économique de plus comme les 3500 qui existent dans le monde. La nôtre est très différente parce qu'elle est intégrale. Et c'est une juridiction qui a 4 dimensions. Dimension légale, économique, administrative et politique. La Z du Honduras est une zone leap zone, comme on appelle ça en anglais, ce qui signifie faire un bond en avant. Et pour le Honduras, notre ZD nous permettra de faire un bond compétitif et pour le bien-être. Et donc, plutôt que de nous engager dans une course vers le bas, nous avons décidé de faire le contraire, une course vers le haut, en accueillant l'investissement mondial grâce à une juridiction spéciale de premier plan dans le monde.
un endroit où l'on peut recruter la main-d'œuvre la plus productive et la plus rentable, et ceci dans un lieu privilégié au centre même des Amériques, un endroit qui unit l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Dans la dimension légale, la ZD offre au monde le système mondial connu anglo-saxon de droit coutumier, common law, accompagné d'arbitrages obligatoires et de juges internationaux. Pour la dimension économique, nous offrons la compétitivité d'un marché ouvert, avec un règlement souple et simple, avec des mesures d'incitation très attractives et durables pour la création de bons emplois dans les conditions les plus dignes. Pour la dimension administrative, la Z offre une structure technique non politique, sans entrave bureaucratique, efficace pour les entreprises qui doivent pouvoir suivre le rythme de changement rapide des marchés et des technologies du XXIe siècle, avec des pleines garanties de transparence et de sécurité dans un état de droit. Et finalement, pour attirer des investissements à long terme et garantir des emplois décents, nous garantissons la stabilité politique et la transparence basée sur des traités et des accords internationaux, avec l'aval d'une commission internationale de 21 commissaires pour garantir le respect des meilleures pratiques pour le travailleur et pour l'investisseur. Je vous invite à découvrir cette grande opportunité que le Honduras offre au monde. Nous avons également créé un modèle participatif d'entreprise du gouvernement et du secteur privé, avec un capital mixte, à savoir les partenariats publics-privés. Nous sommes en train de mettre en place un couloir logistique interocéanique pour unir l'océan Atlantique avec le Pacifique, ce qui nous permettra de déplacer du cargo entre les océans en moins de 6 heures. En moins de 6 heures. Et nous espérons pouvoir capter au minimum 5% de cette demande de déplacement de marchandises d'un océan à l'autre. Mesdames et messieurs, nous avons progressé, mais nous reconnaissons également qu'il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, il existe un grave problème. L'exode des Honduréniens vers l'extérieur a augmenté et nous avons même vu une migration jamais vue d'enfants petits et vulnérables vers l'Amérique du Nord, et souvent non accompagnés d'adultes. Et la cause, la genèse de ce problème, c'est la violence que provoque le transit de drogue à travers notre territoire, la pauvreté et le manque de possibilités. Et il est nécessaire d'accorder une attention particulière à cet aspect. Et surtout de la part des pays qui ont une responsabilité pour ce problème. Soit parce qu'ils produisent les drogues, les stupéfiants, soit parce qu'ils sont le marché où ces drogues sont consommées. Nous pensons qu'il s'agit d'une responsabilité partagée. Et face au faible intérêt démontré pour résoudre le problème que eux nous ont créé, c'est mon devoir, c'est notre devoir, nous les Honduréniens, d'insister sur cette question dans toutes les enceintes où nous pouvons le faire, parce que nous devons parler de ce problème de façon claire et vigoureuse. Notre territoire est aujourd'hui l'un des principaux champs de bataille d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Une guerre que nous n'avons pas commencée et dont les stratégies se décident à l'extérieur du Honduras et qui comprend les pays consommateurs de drogue dans le nord et les producteurs de drogue dans le sud. Et il s'agit de plus d'un véritable monstre, une pieuvre criminelle multinationale, sans nationalité, ni frontières, ni scrupules, qui se consacre au transit et à la commercialisation des stupéfiants, la consommation des drogues et à stimuler la demande, en particulier dans les sociétés les plus riches. Le long de ce transit, à travers l'Amérique centrale, à travers le Honduras, nous voyons la fin de la paix et de la vie de notre population, de nos jeunes, de nos femmes. Ceci est dû à ceux qui orchestrent et organisent les activités transnationales sur notre territoire. Cela est dû également aux citoyens communs
et les enfants qui participent en tant que pièces de ce narcotrafic. Il y a également le problème des toxicomanes. Tous ces derniers s'engagent sur une voie sans retour, qui déchire notre société, qui détruit les familles, qui corrompt les fonctionnaires et détruit nos institutions. Je vous pose la question, qui sont les vrais coupables de ces chaînes de la mort, du malheur, du deuil, du sang et de la douleur? Nous ne sommes pas les coupables. Je peux vous en assurer. Nous avons besoin de nous mettre d'accord dans des enceintes telles que celle-ci sur des critères et des vérités concernant ce problème. Il est impossible que, compte tenu de cette crise, coexistent, sans que nous ne parvenions à des conclusions utiles et solides, des propositions basées sur la légalisation de la production et de la consommation d'un côté, et de l'autre, le trafic et la consommation illégale de la drogue de l'autre. Basé sur le fait de livrer une guerre sans merci sur tous les fronts, quel qu'en soit le coût. Et je me pose la question, et je vous pose la question, qui sont les véritables victimes de ce malheur? Les victimes sont tous ceux dont les vies ne peuvent pas se dérouler en paix et compte tenu des conditions de la société actuelle. Ce sont également ceux qui ne peuvent pas vivre dans la société sans se passer de drogue qu'ils consomment, mais également la société elle-même qui n'arrive pas à organiser de façon raisonnable ses efforts et ses ressources pour créer des possibilités. Le Honduras ne produit pratiquement pas de drogue et n'en consomme pratiquement pas non plus. Nous sommes un territoire de passage de la drogue. Et malheureusement, c'est à nous, malheureusement, d'offrir le champ de bataille et les morts. Nous sommes obligés de consacrer des ressources pour lutter contre le transit à travers notre territoire, des ressources que nous cessons d'investir pour résoudre nos problèmes et pour régler les défis du développement. Je le répète, nous ne sommes pas les responsables de cette guerre. Je crois que le moment est venu de faire ce que nous devons faire en respectant les droits de l'homme. D'appliquer ce que les experts et notre bon sens nous dit, d'attaquer les racines du problème une fois pour toutes, de faire cela ensemble et dans toute la région qui est aujourd'hui touchée. Nous devons créer une force multinationale capable de faire face avec succès à un phénomène qui est transnational de par son organisation, ses marchés, ses projections et son financement. Tout comme l'a demandé ce matin le président Obama, pour faire face aux fondamentalistes radicaux. Je vous demande, quelle est la différence entre les effets causés par le terrorisme des fondamentalistes radicaux et le terrorisme de ceux qui promeuvent le narcotrafic, le trafic de stupéfiants? Quelle est la différence? Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe dans d'autres régions du monde, avec des enfants, des jeunes, des familles déplacées par la guerre, la violence, les extrémismes radicaux, des situations que nous, en tant que nation, condamnons également. Bien sûr que oui. Néanmoins, on parle très peu de la situation que vivent des milliers de familles dans le triangle nord de l'Amérique centrale. Et j'espère que notre situation ne va pas être oubliée. Nous ne pouvons pas nous le permettre en tant qu'êtres humains. Je repose à nouveau ces questions à cette Assemblée. Quelle est la différence entre les déplacés dus à la violence dans d'autres régions et les déplacés dus à la violence créée par les trafiquants de drogue et le crime organisé transnational? Quelle est la différence? La différence, c'est que ces déplacés, ces milliers de familles, de garçons, de filles, qui viennent frapper aux portes des États-Unis d'Amérique. Et pour cette raison, en tant que région, nous ne pouvons pas continuer à ignorer ce drame humain qui concerne des milliers d'habitants de l'Amérique centrale, en particulier des migrants mineurs non accompagnés, qui, le long de leur chemin vers les États-Unis, sont victimes de violences, du crime transnational, de violations sexuelles, de traite de personnes, de trafic d'organes. Un grand nombre d'entre eux sont morts ou sont disparus dans le désert.
Nous ne pouvons pas l'oublier. Ces enfants méritent d'être traités avec dignité et respect. Il s'agit de victimes innocentes. Nous parlons d'enfants innocents, tout comme vos enfants, comme vos petits-enfants, comme les miens, ce sont des êtres humains vulnérables. J'aimerais partager avec vous que hier, grâce à l'amabilité du secrétaire général et en compagnie des chanceliers du Guatemala et du Salvador, nous avons remis à son Excellence, le secrétaire général des Nations Unies, le plan de partenariat pour la prospérité, qui définit une voie d'appui et de possibilité pour que nos compatriotes puissent être solidaires les uns avec les autres sur tout notre territoire. Et je répète, cela concerne tout le monde, car la cause est la responsabilité de tous. Une partie importante de la solution au problème des migrations des enfants, c'est la possibilité d'emploi pour les parents, pour les jeunes qui souhaitent améliorer la sécurité. En Amérique latine, et ces deux questions sont étroitement liées avec les politiques commerciales des États-Unis. Nous ne tendons pas la main pour demander une aide économique ou une aumône. Non. Ce que nous demandons, c'est un traitement commercial juste, comme cela est déjà fait avec d'autres pays du monde. Ce que nous voulons, c'est travailler pour créer ces possibilités. Le Honduras appuie les efforts visant à unir le monde dans la paix et la prospérité grâce au commerce, un commerce juste et avec davantage d'accès aux grands marchés mondiaux. Et dans cette vision et dans le contexte des négociations actuelles, nous demandons que le Honduras et l'Amérique centrale reçoivent le même traitement commercial que reçoivent les pays d'Asie, pour que nous puissions faire concurrence. Parce que pour être franc, le fait que les États-Unis accordent à d'autres pays des préférences en termes de tarifs douaniers et de règles d'origine en n'accordant pas les mêmes bénéfices au Honduras et l'Amérique centrale, cela entraîne la perte de milliers d'emplois dans notre région. Et c'est ce qui fait que tant de garçons et de filles arrivent à la frontière de façon illégale. Le président Obama, le Congrès et le peuple d'Amérique du Nord, peuple du monde, le Honduras est engagé à résoudre le problème de la migration des enfants et la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et je sais que nombre d'entre vous le savez parfaitement, vous connaissez notre détermination. Mais s'il n'existe pas un degré raisonnable de cohérence dans les politiques commerciales de nos pays, en tant que partenaires, quel est le message réel que nous adressons à nos peuples en Amérique centrale? Que peuvent espérer les enfants honduréniens et leurs parents en Amérique centrale? Mesdames et messieurs, alors que nous sommes confrontés à tant de problèmes au Honduras, nous avons appris à coexister, à considérer chaque crise comme étant une occasion à saisir. Mon gouvernement suit les principes chrétiens de la solidarité et du bien commun. Nous avons promu un programme très ambitieux qui s'appelle Vie meilleure. Et grâce à de petits changements, nous résolvons de grands problèmes. Je suis heureux de voir que aujourd'hui, certaines des personnes qui possèdent des plus grandes fortunes économiques sont également en train de promouvoir la solidarité. Et je vous invite à vous poser une question, ou à que nous posions une question. Combien d'argent un être humain a-t-il besoin pour être heureux? How much money is good enough? Posons-nous cette question. Il y a quelques jours de cela, j'ai lu un article concernant les actions humanitaires entreprises par l'un des hommes les plus riches du monde, M. Bill Gates, qui, par le biais de sa fondation, essaie de rechercher une vie meilleure dans le domaine de la santé pour des milliers de familles pauvres, en promouvant la recherche scientifique, en concevant de nouveaux systèmes d'assainissement de base. Et je pense que M. Bill Gates a trouvé la réponse à la question « How much money is good enough ?» Et puisque nous travaillons sur la même chose, je saisis cette occasion pour inviter
Monsieur Bill Gates, citoyen du monde, à venir dans notre pays pour que nous puissions travailler sur la base de cet objectif commun. Il est très encourageant que certains qui possèdent la plus grande richesse dans le monde ne recherchent pas la formule de la jeunesse éternelle ou d'envoyer des expéditions vers d'autres planètes alors que des êtres humains meurent sur cette planète. Au contraire, ils sont sensibles aux carences, aux pénuries des frères les plus pauvres, le plus dans le besoin. Et ceci est en train de se produire dans de nombreux pays. De même, au Honduras, de nombreux bons entrepreneurs, des entrepreneurs de bonne volonté, se sont joints pour collaborer avec ce programme Vie meilleure et pour créer des emplois accompagnés de responsabilité sociale. Et il s'agit bien sûr de solidarité, de responsabilité sociale, mais pas une responsabilité sociale romantique. À cet égard, j'aimerais citer et reprendre à mon compte les propos d'un citoyen du monde, le pape François. Il a dit, le pape François donc, « Je n'ai jamais vu un camion de déménagement derrière un cortège funèbre, jamais. Mais il existe un trésor que nous pouvons emmener avec nous, un trésor que personne ne peut nous voler. Et ce n'est pas ce que nous avons économisé, ce que nous avons épargné, c'est au contraire ce que nous avons donné aux autres. » Réfléchissez à ça. Analysez ce qu'a dit le pape François. Le Honduras est un pays où 43% de la population totale vit avec moins de $1 par jour. Un montant qui est insuffisant pour payer l'alimentation de base d'une personne. C'est pour cette raison que nous faisons de grands efforts pour prendre soin de ces personnes grâce à notre programme Vie meilleure et permettre à nos gens de vivre avec plus de dignité. Ce programme Vie meilleure est conçu pour prendre en charge progressivement 835 000 familles qui reçoivent une assistance pour améliorer leur logement, notamment l'accès à l'eau potable, l'assainissement de base, des toits et des planchers, des sols dignes, des jardins familiaux et des transferts d'argent conditionnés au fait que les enfants participent au système scolaire de santé et qu'ils modifient également leur culture de vie pour parvenir à une vie meilleure. Les améliorations au logement comprennent l'utilisation de fourneaux propres qui réduisent la consommation de bois et qui réduisent la fumée qui est dommageable pour la santé des femmes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, cette fumée provoque la mort de 500 000 femmes dans le monde en raison de la fumée provenant du feu. Et rien qu'en Amérique centrale, environ 37 000 personnes meurent chaque année en raison de ces mêmes causes. De plus, grâce à chacun de ces éco-fourneaux ou fours propres que nous sommes en train d'installer, nous contribuons à l'humanité en évitant de détruire 15 arbres de taille moyenne chaque année, ce qui contribue à la protection de notre environnement. Et à cet égard, j'aimerais saluer le travail de l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton pour son initiative pour un partenariat mondial pour des cuisines propres, dont l'objectif est que d'ici 2020, 100 millions de foyers puissent avoir des cuisines propres ou des fourneaux propres. Nous avons à cet égard une vision commune avec Mme Clinton et nous continuons à travailler dans ce sens. Souvent, mesdames et messieurs, quand un président vient s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies, il se prépare pour parler avec les paroles les plus appropriées et les plus précises, qui sont à la hauteur de cette auguste Assemblée. Mais dans ce cas précis, au-delà des paroles de mon message cherche à faire comprendre que le plus important est que nous soyons tous acceptés comme citoyens du monde, avec les mêmes devoirs de lutter et de défendre notre territoire et nos familles, notre planète, avec le droit d'aspirer à une vie meilleure. Et en comptant sur la solidarité de ceux qui ont le plus, les plus nantis, avec ceux qui ont le moins, les plus démunis. Et je crois qu'il est indispensable que ce message soit entendu
Et s'il permet de faire changer des choses, eh bien, cela vaudra la peine, cela aura valu la peine pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je vous rappelle que si nous faisons partie de cette organisation, cette enceinte qui est la plus grande dans le monde, c'est parce que nous nous considérons comme citoyens du monde, des êtres humains ayant la même dignité. Et par conséquent, tous, absolument tous, nous sommes égaux. Le Honduras avance. Le Honduras est en train de changer. Salutations du Honduras à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. On behalf of the General... Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur. Je tiens tout d'abord à remercier le président de la République d'Honduras pour sa déclaration. Je vous demande de rester assis alors que nous allons escorter le président.